Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Rouille de Florian Soulas paru chez Scrinéo. Ensuite, je vous parlerai de Saving Paradise, le tome 2, Au prix du monde de Liz Steven paru chez Castelmeur. On continue sur les fins de saga avec La Muse des Cauchemars, le tome 2 du Faiseur de rêves de Lenny Taylor paru chez Lumen. Et décidément, c'est vraiment une vidéo fin de saga puisque j'ai lu le tome 3 des Contes du Royaume Beauté de Sarah Pinborough paru chez Milady. On commence avec le seul et unique one-shot de cette vidéo puisque le reste, vous l'avez vu, ce sont des fins de saga. J'ai lu ce livre dans le cadre du PLIB 2019 puisqu'il fait partie des 5 finalistes pour ce prix littéraire dont je fais partie. Voilà, je suis jurée, vous le savez à force. Et ma foi, ça a été une très bonne lecture. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Fanny et ça a été une très belle découverte de moi-même. Je ne serais pas allée vers ce livre. L'année dernière aux Imaginales, je ne l'avais pas acheté, même s'il faisait grand bruit. Et ça aurait été un tort de passer à côté parce que j'ai vraiment très apprécié cette lecture. Nous allons suivre Violante, qui est une jeune femme qui a perdu la mémoire. Elle s'est réveillée 3 ans plus tôt. Elle est devenue prostituée dans un bordel de luxe, on va dire, et depuis, eh bien écoutez, elle cherche à savoir ce qui s'est passé, quelle a été sa vie avant, mais principalement ici, elle va plutôt enquêter sur la disparition d'une de ses amies, prostituée comme elle, Satine, qu'elle a vu se faire expulser du bordel de luxe dans lequel elle travaille. Mais pour autant, elle n'a pas perdu contact avec Satine, elle la retrouve de temps en temps dans la rue où elle a élu domicile, sauf que Satine a disparu et Violante va enquêter de son côté pour savoir ce qui lui est arrivé. Attention, je préfère prévenir, ce livre est très sombre, on est dans le Paris du 19e siècle, un Paris très steampunk, puisqu'il y a pas mal de touches mécaniques, hein. On a des prothèses mécaniques, on a des méca-animaux, voilà, des animaux avec des prothèses plus dangereux, plus efficaces, avec la mécanique qui court en eux, dans leurs veines, etc. etc. On est dans un Paris dangereux, hein, où au coin de la rue on peut se faire égorger. C'est d'ailleurs ce qui court dans les rues, il y a un tueur qui démembre des prostituées, des enfants. Donc voilà, hein, un gros warning quant à votre sensibilité. C'est un roman dur, noir, certains diront glauque, mais cette ambiance pesante contribue à faire de ce roman un bon roman. Parce que je pense qu'au 19e siècle, la vie n'était pas forcément facile. Et on nous amène ça de manière prodigieuse. C'est un roman steampunk qui n'a pas que le nom de steampunk. Tout l'univers est construit autour de ces prodigieuses inventions. On est allé sur la Lune grâce à ces inventions. On en a déterré un minerai qu'on utilise au quotidien, dont même la tour Eiffel est garnie. Bref, voilà, c'est un univers complètement organisé autour de cette mécanique, autour de ces nouvelles technologies, on va dire, et c'est vachement bien foutu. Et en plus, c'est au cœur de l'histoire. Ça ne sert pas simplement de décorum, c'est au cœur de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé prodigieux que, pour un premier roman, on arrive à faire ça. Franchement, l'univers, pour moi, est parfait. Et l'ambiance glauque ne dessert absolument pas le roman pour moi, mais vraiment rajoute une touche de réalisme. Et voilà, on est dans la dure réalité de ces époques-là, tout en ayant un côté complètement fantastique, fantasy, avec toutes ces nouvelles technologies, tout ce qui fait le steampunk, hein. Et pour moi, c'est parfaitement réussi. Et je me suis beaucoup attachée à Violante, qui a un sacré caractère. Je me suis beaucoup attachée à... pas sa maquerelle, mais celui qui est au-dessus de la maquerelle, celui à qui appartient le bordel, alors qu'on pourrait croire que c'est un homme sans foi ni loi. Je me suis beaucoup attachée aux personnes qui gravitaient autour de Violante. Alors il y a les gentils, il y a les méchants, et les méchants, je peux vous assurer, ce sont des sacrés méchants.
mais tout était plausible, tout était bien fait et l'histoire pour moi a coulé de source et j'étais prise dans l'histoire, j'avais envie de savoir où allait mener cette enquête pour découvrir où était Satine, où allait mener cette recherche d'identité par rapport à Violante. Bref, pour moi c'était génial et c'est un premier roman quoi, donc moi qui y allais à reculons, j'étais conquis, donc je ne peux que vous le conseiller. Et le côté glauque que certains reprochent, et ben moi il a participé à faire de ce livre une réussite. Alors oui, hein, je vous ai dit les warnings et tout, il y a des enfants démembrés, des femmes démembrées, on a des scènes, une scène de viol. Plusieurs, non, une scène de viol, on est quand même dans le domaine de la prostitution, on va parler de drogue. Oui, c'est très glauque, c'est très pesant comme ambiance, mais elle participe totalement à faire de ce livre, pour moi, une réussite. Allez, on attaque la série des livres lus et des sagas terminées avec Severin Paradise. J'ai lu le tome 1 il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai acheté ce tome 2 quand j'ai lu le tome 1 de Severin Paradise il y a pas mal de temps. On y suit Faustine qui va découvrir que la fondation de son père vient de se faire attaquer. Il y a eu une explosion, hein, une bombe a été mise dans le laboratoire de son père. Et Faustine ne sait pas s'il est vivant ou non. Quoi qu'il en soit, elle va être emmenée de force pour la protéger et pour faire en sorte qu'elle soit éloignée de ceux qui veulent du mal à son père. Son père met en place un vaccin révolutionnaire pour contrer je ne sais plus quelle maladie et Faustine va se retrouver un petit peu au milieu de tout ça. Ce qui m'avait plu dans le tome 1, c'est que d'une sorte de thriller ou de roman un petit peu d'action, etc., on basculait dans une dimension fantastique. Ça m'avait totalement plu, j'avais totalement adhéré. Et donc, j'avais hâte de voir la suite de ce roman fantastique. Puisqu'on est vraiment dans un roman fantastique, je ne vous en dirai pas plus. Je ne vais pas vous dire quelle mythologie, quel univers est développé dans ce livre. Je préfère vous le laisser découvrir si ça vous donne envie. Quoi qu'il en soit, on continue dans la même veine, on continue à développer cette mythologie. J'aime beaucoup parce que c'est plutôt original. Il y a des livres sur cette thématique-là. J'ai trouvé qu'ici c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé, il y a pas mal d'actions dans cette suite. Ça a été une très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir fini cette saga. Après, je ne sais pas si je vais en garder un souvenir impérissable. Je sais qu'il y a ce twist dans le tome 1, mais après, c'est une saga qui est très bonne, mais qui risque de ne pas me rester longtemps en mémoire, malheureusement. J'ai lu ce tome il y a déjà quelques semaines et je commence déjà à voir s'effacer les événements. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup Faustine. On a une sorte de romance qui est beaucoup plus poussée dans ce tome 2, c'est peut-être le truc qui m'a un peu moins plu. Mais quoi qu'il en soit, c'est très bien dosé, il y a pas mal d'actions et je vous dis, la mythologie a de quoi vous surprendre quand vous lisez le premier tome. On passe à la grosse bricasse avec la Muse des cauchemars qui clôture la saga Le Faiseur de rêves. J'ai lu Le Faiseur de rêves il n'y a pas si longtemps, avant que ce second tome sorte. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que c'était un univers très onirique. Et il m'a plu. Le début est très lent. Ne vous attardez pas vraiment sur le début parce qu'il est très lent. Mais une fois que j'ai découvert Sarai et Laszlo, et tout cet univers qui a été mis en place au-dessus de Désolation, j'ai été conquis et j'ai adoré cette lecture. Pour rappel, nous allons suivre Laszlo qui est un rêveur. Il travaille dans une bibliothèque et il ne rêve que d'une cité qui a perdu son nom, qui maintenant s'appelle Désolation. Et au-dessus de cette cité apparaît un vaisseau, une sorte de vaisseau qui prend position. Et sur ce vaisseau, laissé à l'abandon, auraient vécu des dieux. Laszlo va voir son rêve se réaliser lorsque une délégation va arriver dans sa ville pour chercher des personnes avec certaines compétences.
Laszlo va être embarqué avec eux et il va se retrouver au cœur de désolation avec cette citadelle dans le ciel. Et il va vivre un rêve éveillé parce qu'il va rencontrer Sarai, Sarai qui est un rejeton des dieux, qui est né d'une déesse et d'un humain et qui vit encore sur cette citadelle qui a échappé au massacre des années plus tôt, 15 ans plus tôt, et qui vit encore sur cette citadelle et Laszlo va communiquer avec Sarai par les rêves. C'est très particulier, mais j'ai vraiment aimé cet univers onirique. Et mon Dieu, dans ce tome 2, mais cet univers se développe à l'infini. Vous prenez cette citadelle, vous prenez Désolation, et en fait, ce n'est que le point de départ d'une histoire qui est complètement dingue et grandiose. J'ai franchement, encore une fois, beaucoup aimé ce tome 2. Certains personnages dans le tome 1 étaient très complexes. Très complexes. On les aimait pas. Moi j'avais une certaine appréhension, par exemple pour Mina, qui est une autre rejeton des dieux, qui partage sa vie avec Sarai. Minya qui semble haineuse, en colère. C'est la personne qui a sauvé les rejetons des dieux. Elle était elle-même âgée que de 8 ans. Et elle a cette profonde colère en elle qui veut s'exprimer, qui veut tuer tout, la vengeance avant tout. Et Minya, mais dans ce tome 2, a une place tellement importante. Elle supplante, je trouve, Laszlo et Sarai. Et c'était chouette. C'était très chouette de découvrir ces personnages très complexes. Et cet univers, mais voilà. J'ai été bluffée par l'univers. L'histoire entre Sarai et Laszlo, dans le premier tome, il y avait un passage qui m'avait un peu gonflé, hein, du coup, parce qu'on était dans cet onirisme, dans cette découverte du corps de l'autre qui se passait sur des pages et des pages. Et ben au début de cette lecture, et ben ça recommençait un peu comme ça et je me suis dit ah non s'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans parce que ça m'avait un peu gonflé dans le tome 1, donc ne refaites pas la même chose dans le tome 2. Et non, après ça s'enchaîne assez vite et quand on voit l'ampleur en fait que prend l'histoire, et ben on oublie cette lenteur dans le récit et ouais, ce petit truc un peu kitsch qui fait que ouais bon voilà. Mais je vous conseille vraiment cette saga. Voilà, essayez de passer les 100-150 premières pages du tome 1 parce que je dois bien avouer que c'est très lent. Mais le reste, en fait, on va découvrir un monde tellement onirique, tellement grandiose que je ne peux que vous la conseiller. Et on termine avec Beauté, le troisième et dernier tome des Contes du Royaume. Vous savez, c'est cette saga qui reprend un petit peu les contes de notre enfance. Donc dans le premier tome c'était Blanche-Neige, dans le second tome c'était Cendrillon. Et ici, je vous le donne en mille, on est avec La Belle et la Bête. Mais pas que, puisque nous mélangeons encore d'autres contes. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Adeline, comme pour les 2 premiers tomes. Et je dois bien dire que je pense que ce 3e tome, il n'était pas pour moi. On est allé trop loin dans le conte, puisque se mélangent ici 3 contes. La Belle et la Bête, oui. Le Petit Chaperon Rouge, oui. Et Réponse. Et il y a Rumpelstiltskin qui se met là-dedans. Et moi, ce gars-là, je ne le connais qu'avec Once Upon a Time, je ne sais même pas de quel conte il vient. Mais voilà, hein, on a un mélange de tout ça et je trouve que ça fait beaucoup trop. J'étais paumée la moitié du temps. Et puis on mélange et on a l'impression que vraiment on mélange. Hein. C'est pas des histoires distinctes, c'était lourd. C'était lourd. Après, il y a un côté très glauque dans cette histoire. Mais alors beaucoup plus que les autres tomes. Et ce côté glauque, j'ai trouvé que ça allait trop loin. On est avec La Belle et la Bête. J'ai trouvé qu'il y avait une originalité dans ce conte qui était très intéressante à traiter. Mais le côté bête va très loin et m'a un peu dérangée. Hein. Clairement, ça m'a un peu dérangée. Ce livre aussi, ce 3e tome, se passe
avant les aventures du premier et du second tome. Il explique la rencontre du prince avec les nains. Voilà. Mais sinon, on aurait pu très bien s'arrêter aux 2 premiers et ne pas faire ce 3e tome qui, je pense, est trop embrouillé. Pas forcément utile. C'est sûrement celui que j'ai le moins aimé. Pourtant, Poison, je l'ai pas adoré. Hein. Charme reste le meilleur des 3 livres. Mais bon, vous ne pouvez pas lire Charme sans avoir lu Poison. C'est compliqué. Mais celui-là, franchement, il n'est pas utile. Hein. Si vous voulez vous en passer, passez-vous-en parce que c'est le moins bon. Voilà, j'ai terminé cette vidéo avec ces 4 livres lus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle encore et toujours que je continue à faire mes chroniques sur le blog. Donc si vous trouvez que mes avis vidéo sont un petit peu embrouillés, que je bafouille ou que je n'exprime pas vraiment ce que je ressens, n'hésitez pas à consulter les articles sur le blog puisqu'ils sont beaucoup mieux construits, beaucoup plus réfléchis, moins spontanés que sur la vidéo. Voilà, c'était une petite pub pour le blog. Une petite pub pour Instagram aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je ne publie plus beaucoup de photos mais où tous les jours je vous parle de ma vie en story. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et partout ailleurs. De toute façon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.